Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'information d'aujourd'hui sur le nouveau projet collaboratif de 4 ans sur l'amélioration de l'équité en accès aux soins palliatifs. C'est lancé chez Excellence en Santé Canada avec le Partenariat canadien contre le cancer. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez choisir français sur le menu d'interprétation en bas de votre écran Zoom. Si vous avez besoin d'aide à tout moment au cours du webinaire, veuillez rejoindre notre soutien technique en utilisant la boîte de clavardage. Je suis Lindsay Yarrow et je suis heureuse de me joindre aujourd'hui comme co-hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître que nous nous réunissons sur des terres qui avaient été habitées par des peuples autochtones depuis le début des temps. Surtout, je reconnais que je préside ce webinaire de Kingston, Ontario, qui sont les territoires traditionnels et non cédés des peuples Haudenosaunee à Anishinaabe. Je reconnais et apprécie profondément le lien historique à ces lieux et l'opportunité de pouvoir nous y retrouver aujourd'hui. Nous vous encourageons à vous présenter dans le chat en partageant votre nom, l'organisation et le lieu duquel vous vous joignez à nous aujourd'hui. Pour la séance aujourd'hui, se joignent à moi mes co-hôtes Tanya McDonald et Raquel Shaw-Maxim. Et maintenant, Tania, j'aimerais vous passer la parole. J'aimerais vous inviter à allumer votre caméra. À vous. Bonjour à tous, plutôt bon après-midi. Merci Lindsay. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Tanya McDonald. Je vais être une des co-hôtes pour le webinaire d'aujourd'hui. Je suis ravie de voir tout le monde aujourd'hui. Je me reconnais que je vous parle aujourd'hui du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, le territoire qui est connu sous le nom d'Ottawa. Je reconnais le lien profond des peuples algonquins à la terre et la nature et je reconnais que ce territoire est un endroit sacré de recueillement. Je suis ravie de pouvoir vous joindre aujourd'hui de ces territoires pour cet événement virtuel. Merci, Tania. À vous la parole, Raquel. Bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Raquel Shaw-Maxim. Je suis la directrice de l'approche centrée sur la personne au Partenariat canadien contre le cancer. Je suis ravie d'être partenaire dans cette initiative. Je me joins aujourd'hui de Picton, Ontario, où j'habite et je me reconnais que la ville de Pickering réside sur les terres et des juridictions des traités Williams sur les territoires traditionnels de bon nombre de nations, y compris les Mississauga, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les Wendat. Et j'ai le grand privilège de pouvoir travailler et vivre sur cette terre et de pouvoir partager ce territoire avec ma famille. Merci, Raquel. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir toutes les deux au webinaire. À l'appel, nous avons également les membres de l'équipe Santé Excellence Canada qui vont se présenter dans la boîte de clavardage et pourront intervenir sur l'écran si jamais il y a des questions. Donc, chez Excellence en Santé Canada, nous travaillons avec des partenaires pour diffuser l'innovation, créer des capacités et catalyser le changement que pour tout le monde au Canada puisse compter sur des soins en sécurité de haut calibre. Nous travaillons avec les patients, les soignants et toutes les personnes qui travaillent dans la santé et nous utilisons l'innovation et les améliorations pérennes dans toutes les dimensions de l'excellence. Nous mettons l'accent sur l'amélioration des soins auprès des personnes âgées, ramener les soins à la maison et soutenir la récupération de la pandémie et la résilience. Et avec la qualité et la sécurité qui sont imbriquées dans tous les efforts que nous déployons, nous sommes engagés à favoriser des soins inclusifs, sécuritaires au niveau culturel et équitables partout, y compris les patients, les soignants, les Premières Nations, les peuples inuits et métis, les travailleurs de la santé et plus. Lancé en 2021, le ESC réunit l'Institut de la sécurité des patients canadiens et également la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé. Nous sommes un organisme indépendant et une charité à but non lucratif, surtout nous financé par Santé Canada. Peut-être vous pourriez maintenant, les amis, nous parler du partenariat. Nous sommes également une organisation financée par le fédéral. Nous recevons le financement par Santé Canada comme un gardien de la stratégie du Canada pour contrôler le cancer. Nous sommes une organisation pan-canadienne et notre objectif sur le long terme met l'accent sur la réduction de l'incidence du cancer
augmenter la probabilité de survivre au cancer, améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer et les prestataires ainsi que toutes les personnes touchées. Nous faisons le travail en travaillant avec les 13 provinces et territoires et dans l'ensemble du continuum de la lutte contre le cancer, donc par un diagnostic précoce pour permettre aux gens de survivre et les soins palliatifs. Il est important pour nous également de surveiller toujours l'impact de notre travail de concert avec nos partenaires. Nous le faisons par les indicateurs dans le système qui permettent d'alimenter la pratique, la performance et l'amélioration. Nous sommes également engagés à la réconciliation et à travailler dans le but de favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion dans toutes nos œuvres. Je suis fière de dire que nous sommes en train de travailler en partenariat pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes qui en ont besoin. Merci Raquel et merci à toutes les personnes qui prennent un petit moment pour se présenter dans la boîte de clavardage. Nous sommes ravis de voir que nous avons beaucoup de participants qui se joignent à nous. Donc, à l'ESC, les partenariats, nous sommes engagés à façonner un avenir où tout le monde peut compter sur des soins sécuritaires de haute qualité. Nous reconnaissons que ce n'est pas une réalité pour tous et ce programme vise à améliorer l'accès aux approches de soins palliatifs avec et pour les personnes qui sont en position d'itinérance et dans les logements précaires. Nous reconnaissons que c'est du travail très important et nous vous reconnaissons de vous joindre à nous aujourd'hui dans le but d'améliorer l'accès, les expériences et les résultats pour cette population. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont partagés. Ici, à l'écran, nous allons élaborer les détails des opportunités des programmes. Nous allons revoir le processus de demande et à la fin de la séance, nous allons nous assurer que nous avons suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser la boîte de clavardage pour poser des questions soit nous prenons le temps pour y répondre aujourd'hui, sinon nous allons en tenir compte à la fin du webinaire et nous allons vous trouver réponse. Vous avez des questions qui vous viennent après, dans les semaines et jours après, s'il vous plaît, envoyez-nous un mot, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons également mettre notre courriel dans la boîte de clavardage pour que vous puissiez nous contacter. C'est un nouveau programme. Donc, si vous avez des questions sur le programme aujourd'hui auxquelles nous n'avons pas trouvé de réponses, nous sommes engagés à continuer à travailler sur le tout et vous envoyer les réponses par courriel. Nous allons absolument vous fournir une réponse à vos questions. Tania, j'aimerais maintenant vous repasser la parole. Merci, Lindsay. Avant d'aller dans les détails sur la possibilité que vous avez pour vous joindre à ce projet collaboratif, nous voulons tout d'abord vous donner quelques éléments de base. Pourquoi c'est un programme si important? Beaucoup d'entre vous savez qu'il y a beaucoup d'inéquités connues par des personnes qui sont en situation d'itinérance ou en situation précaire et les personnes, encore une fois, l'attente de vie pour les personnes en situation d'itinérance sont entre 34 et 47 ans par rapport à la population générale dont l'espérance de vie se situe entre 77 et 82 années. Nous connaissons également le fait que les personnes en itinérance ont 4 fois plus de chances d'être atteintes par le cancer, 28 fois plus d'être atteintes par l'hépatite C et 5 fois plus probable d'être atteintes de maladies cardiaques. Cependant, ces personnes ont un accès inégal par rapport aux soins, par rapport aux personnes vivant dans des logements, ce qui crée davantage d'inéquité dans les soins et les résultats. Comme vous savez, il y a beaucoup de questions structurelles et significantes qui conduisent à ces inéquités dans les résultats de la santé, y compris le stigma, la stigmatisation, la discrimination, également des traumatismes. Et bien que nous n'allions pas les aborder aujourd'hui dans la présentation, sachez que nous reconnaissons ces problématiques et les raisons qui expliquent ces faibles résultats de santé des expériences sont compliquées. Ceci dit, l'objectif de ce travail consiste à créer une amélioration mesurable d'accès aux services de soins palliatifs pour les personnes en situation d'itinérance ou de logement précaire. Mais avant de vous donner les détails sur ce projet collaboratif, vous allez peut-être vous demander ce qu'est un projet collaboratif. Donc, selon notre définition, c'est un modèle selon lequel des personnes se réunissent pour apprendre, appliquer, échanger des méthodes, des idées, des données, ainsi que les organisations. Les actifs normalement comprennent des webinaires, des ateliers, l'encadrement et des outils d'apprentissage en ligne.
Donc, ce projet collaboratif, c'est un programme qui va permettre de réunir des personnes passionnées et mobilisées de partout au Canada dans différentes communautés qui veulent accroître l'accès donc aux soins palliatifs pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou en logement précaire. Nous allons beaucoup parler de la mobilisation de relations, la conception des modèles dans les communautés en fonction du besoin pour réaliser un meilleur accès aux soins palliatifs ainsi que beaucoup d'opportunités d'apprentissage entre pairs. Cependant, ce projet est un peu différent des autres programmes que nous avons car cela permet de jumeler deux projets collaboratifs. Tout d'abord, il y a la composante conception et la deuxième, c'est un projet collaboratif d'amélioration que je vais expliquer dans les diapos à venir. Alors, en quoi consiste ce programme et à quoi il va ressembler dans 4 ans? Ce programme permet de soutenir 20 collectivités qui sont divisées en deux cohortes de 10 communautés et qui vont permettre d'améliorer l'accès aux soins collaboratifs par les personnes itinérantes ou en logement précaire. Donc, à partir de cet automne en 2022, la première cohorte va comprendre jusqu'à 10 communautés de ce que l'on appelle un projet collaboratif de design. Il y aura 15 équipes et on va les accompagner avec leur mise en œuvre. On va aider d'autres communautés pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour ces groupes de personnes itinérants ou en situation précaire. Donc, l'objectif, c'est d'en apprendre les uns des autres tout au long du parcours d'amélioration et de recueillir les outils qui peuvent aider les autres communautés pour améliorer l'accès aux soins palliatifs maintenant et à l'avenir. Au cours des 18 mois de conception, nous allons mettre l'accent sur la possibilité d'aider les équipes dans leur parcours d'amélioration. On va recueillir des informations sur ce qui fonctionne bien et non pour réaliser les objectifs du programme, évidemment l'accès, donc améliorer l'équité dans les soins palliatifs et quels soutiens sont nécessaires pour permettre aux autres communautés d'améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes en situation d'itinérance ou précaire. Tout au long de cette phase, nous allons en apprendre des 10 communautés. Nous allons essayer de voir quels sont les soutiens qui sont les plus utiles pour la deuxième partie du collaboratif qui s'appelle l'amélioration. Une fois que nous sommes à la fin de cette phase de conception, nous allons prendre les leçons apprises et l'information recueillie depuis 18 mois pour co-conceptualiser des outils basés sur l'équité pour développer la prochaine cohorte de 10 communautés qui font partie de cette composante de projet collaboratif. À partir de 2024, c'est à ce moment-là que nous allons passer vers le projet collaboratif d'amélioration. À ce stade-ci, ce sera alimentant de ce que nous aurons appris de la communauté et également réunir d'autres communautés et organisations pour leur permettre d'entamer leur parcours de mettre en œuvre. L'objectif consiste à rapidement adopter et diffuser des innovations identifiées par l'étape design pour améliorer l'équité dans les soins palliatifs pour les personnes itinérantes ou en sécurité précaire. Donc, les deux cohortes de communautés donc, de conception et d'amélioration auront accès à tout ce qui est de collaboratif jusqu'à un financement, peuvent attendre 100 000 par communauté, une série d'apprentissages webinaires, ateliers, de l'encadrement et le réseautage entre pairs. De plus, tout au long du programme, on va vous demander quels sont les soutiens dont vous aurez besoin et qu'est-ce qui serait utile pour nous pour faire la conceptualisation et délivrer les programmes qui permettent d'améliorer l'équité dans les soins palliatifs dans votre communauté. En bref, l'objectif d'ensemble de ce projet, y compris la conception et amélioration, consiste à soutenir des communautés dans leur mise en œuvre d'offrir des soins palliatifs sécuritaires et accessibles. Et les leçons apprises permettront d'alimenter ce projet collaboratif d'amélioration qu'on lancera en 2024 qui va soutenir toutes ces communautés. On va donner un financement à 10 communautés de plus, donc 20 au total à travers du Canada pour améliorer l'équité dans les soins palliatifs. Je vais maintenant passer la parole à Raquel qui va nous expliquer ce que peut nous offrir cette approche de projet collaboratif. Tania nous a bien expliqué l'approche que nous avons mise en œuvre vis-à-vis de financement. Mais permettez-moi de vous expliquer quels sont tout d'abord les avantages de se joindre à ceci. C'est tout d'abord l'opportunité de financement. Encore une fois, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 000 $, soit sur la période de 2 ans pour laquelle vous avez fait la demande,
soit la conception ou le projet collaboratif de mise en œuvre. Ce financement peut être utilisé pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser tout d'abord pour gérer des programmes, pour la mobilisation de communautés et pour du soutien en matière d'évaluation. La demande également contient d'autres points pour lesquels vous pouvez utiliser les financements. Un autre avantage, c'est que vous aurez la possibilité de pouvoir compter sur un soutien d'apprentissage dynamique, les mises en œuvre, y compris les webinaires, l'encadrement, différents types de formations qui seront disponibles, et comment vous aurez la possibilité de travailler avec nous sur les mesures et l'évaluation. Nous allons travailler avec vous pour identifier des mesures clés qui peuvent être mises en œuvre pour recueillir et sur lesquelles vous pouvez faire des rapports et qui permettent de mesurer l'impact découlant de votre initiative. Alors, quelques autres avantages, c'est-à-dire vous allez recevoir un soutien à la mise en œuvre et au renforcement à toute étape de votre programme de soins palliatifs. Par exemple, vous pouvez être à l'étape mobilisation et vous travaillez avec des personnes qui ont un vécu expérientiel, les proches aidants, les prestataires, les membres de la collectivité et les organismes. Ou vous allez peut-être être à l'étape où vous utilisez les ressources éducatives pour former un soin palliatif, les prestataires et les patients, ou vous pouvez à l'étape où vous implantez ou développez des programmes et ressources en soins palliatifs qui peuvent être pérennisés dans votre programme. Nous aurons une meilleure idée de vos priorités une fois que nous aurons identifié les 10 équipes de cohorte et avec ça, nous allons également appliquer le modèle d'encadrement pour soutenir les priorités individuelles qui auront été identifiées par les équipes. Alors, qu'est-ce que sont les autres avantages? C'est que vous aurez accès à des possibilités de renforcement des capacités pour créer et appuyer des partenariats. Et comme dans le cadre du projet collaboratif, vous allez faire partie d'un réseau collaboratif pan-canadien qui vous permet de partager des solutions, des leçons apprises pour soutenir la réussite à long terme et la pérennité de votre initiative. Ainsi, vous aurez également l'opportunité de guider et orienter l'élaboration de ressources dans le but de soutenir des communautés supplémentaires qui souhaitent améliorer l'accès aux services de soins palliatifs pour les personnes vulnérables en situation d'itinérance ou en situation précaire. Alors, qui peut participer? Pour être admissible au financement, vous devez être une autorité régionale de santé, communautaire, un organisme dont la mission comprend la prestation, le financement de programmes ou de ressources en soins palliatifs ou la prestation ou le financement de programmes ou de ressources en soins palliatifs pour les personnes vulnérables ou itinérantes. Ici, nous avons également identifié, offrir une définition de communauté. Si vous n'êtes pas certain si vous êtes admissible à faire la demande, veuillez s'il vous plaît contacter notre équipe et nous pourrons vous donner un coup de main. Quelles sont les initiatives concernées? Encore une fois, j'aimerais souligner que vous pouvez vous trouver à n'importe quelle étape de votre parcours d'amélioration. Vous pouvez vous retrouver à l'étape de planification où vous commencez la mobilisation initiale, ou vous êtes peut-être à l'étape où vous êtes en train de mettre en œuvre une mise en œuvre et vous êtes à la prestation du programme, ou vous avez peut-être déjà un programme en place et vous aimeriez obtenir un soutien pour pérenniser le programme, l'initiative. Permettez-moi maintenant de passer encore une fois la parole à Lindsay qui va nous expliquer le processus de candidature. Merci Raquel. Parlons un petit peu du programme de demande, la candidature. Pour être clair, il y a deux documents auxquels je vais faire allusion ici. Le premier, c'est la demande de candidature lui-même, la demande qui vous fournit plus de détails, qui vous explique quelles sont les questions que nous posons dans la demande. Si vous avez déjà consulté notre site Web, c'est le tout premier document que vous allez trouver. Ensuite, le prochain document, c'est la demande elle-même. Et c'est ce document que vous allez soumettre. Mais les deux documents vont être pertinents à votre demande et vous devrez revoir les deux dans le but de compléter le formulaire de demande.
Une fois que vous avez identifié que votre communauté, votre organisation est admissible, la prochaine étape consiste à remplir ce formulaire. Vous allez remarquer tout de suite que la demande d'identifier un organisme communautaire principal. Si vous faites la demande comme un organisme seul, vous êtes l'organisme principal. Mais si vous faites la demande au nom d'une communauté, c'est-à-dire vous êtes composé de plusieurs organismes qui travaillent ensemble, vous devez identifier votre organisme principal qui doit signer une entente de projet collaboratif qui établit les exigences relativement au financement, la distribution des fonds, partage des données et également d'autres questions telles que la confidentialité. Cette organisation, qui est un organisme principal, devrait également consacrer du temps, soutenir la direction et désigner, appuyer les prestataires, le personnel de soutien et les patients partenaires communautaires qui participent aux activités et qui soumettront les éléments livrables indiqués dans le formulaire de demande. Alors, si vous passez par là et vous n'êtes pas certain, qui serait l'organisme principal le plus approprié si vous travaillez à la communauté? Nous vous encourageons à communiquer avec nous. Nous pourrons vous aider et vous trouverez également quelques informations dans le document d'appel de candidature. Une fois que vous aurez identifié cet organisme principal, vous vous demandez peut-être quel est le rôle que vont jouer les autres organismes qui se joignent à votre communauté. Et dans ce cas-ci, les autres organisations vont être considérées comme des participants. Nous avons inclus plusieurs pages supplémentaires dans le document de demande pour inclure les participants. Si vous avez besoin de plus d'espace pour les mettre, s'il vous plaît, veuillez tout simplement joindre des formulaires supplémentaires en nous indiquant ce qu'il en est. Il n'y a pas de limite au nombre de participants qui peuvent se joindre. Donc, c'est à vous de décider et voir ce qui est le plus cohérent pour votre communauté. Et les participants vont participer aux activités, vont également participer pour soumettre les livrables qui sont indiqués dans la demande. Et il y a toute une liste assez longue des détails sur le rôle que sont appelés à jouer les participants. Alors, on n'a pas tout mis ici, cependant, nous serons très heureux de répondre à toutes vos questions. Alors, une fois que vous aurez identifié l'organisme principal et l'organisation partenaire qui va collaborer au projet collaboratif. Le temps est venu pour identifier les membres de votre équipe. On va appeler ça l'équipe d'amélioration. Et vous voyez qu'il y a une section également sur la demande où vous pouvez définir votre équipe d'amélioration. Vous allez mettre une liste des membres de votre équipe, y compris leur nom, leur rôle, le nom de leur organisation. Et vous devez vraiment vous assurer que l'équipe comprend des personnes qui ont un vécu expérientiel ainsi que des employés interprofessionnels aux compétences, antécédents professionnels, culturels et points de vue diversifiés. Ce groupe vous permet d'inclure vraiment des points de vue différents et va vous assurer que vous avez différents points de vue aux approches de soins palliatifs, que ce soit inclusif. Nous vous encourageons également à réfléchir aux évaluations et aux rapports de gestion de projets que vous aimeriez inclure ici, tout en reconnaissant que des personnes sont fort occupées, mais en plus de ce travail, et comme Raquel a dit, peut-être vous aimeriez voir comment vous allez pouvoir recevoir les financements pour réaliser ces objectifs. Et dans le but de favoriser la réconciliation, évidemment, il faut tenir en compte les priorités des Premières Nations, des Inuits et Métis. C'est déjà intégré dans les priorités. Ça fait partie de nos partenariats. Donc, un accès équitable aux soins culturellement sécuritaires est identifié comme une priorité pour beaucoup de communautés des Premières Nations, Inuits et Métis. Et ici, l'idée est d'évaluer l'état de préparation de communautés de travail avec des communautés des Premières Nations, Inuits et Métis pour vous assurer que leurs priorités soient bien établies dans votre travail dans le but d'améliorer l'équité dans les soins palliatifs et l'accès, surtout aux soins palliatifs, surtout pour les personnes en détérance et vulnérables. Nous vous encourageons à faire de la recherche sur les priorités des Premières Nations, Inuits et Métis, sur les soins palliatifs avant d'inclure ces communautés pour que vous puissiez valider ces données avec les communautés
communautés locales ou identifier des lacunes ou des lacunes au niveau de la connaissance vis-à-vis de ces communautés. Alors, je crois que nous proposons que vous évaluez tout de suite les attentes, comment est-ce que vous allez communiquer le tout pour que les gens puissent décider comment contribuer ou non. Nous allons essayer de voir comment vous allez intégrer l'orientation reçue et ou mettre en œuvre ce que vous aurez appris et également des choses comment créer une réciprocité dans la relation que soit vous aurez développée et que vous avez à développer avec soit les personnes ou des organismes. Ensuite, vous allez voir qu'il y a également une section qui porte sur la gestion de projet. Nous vous demandons de décrire votre projet pour nous permettre de comprendre ce que vous essayez de réaliser et comment vous allez y parvenir. Nous essayons de comprendre vos objectifs que vous essayez de réaliser d'ici 2026. Ça, c'est la date limite du projet collaboratif sur 4 ans et quelles sont les œuvres de votre projet collaboratif. Donc, on vous indique, on vous suggère de mettre de 2 à 5 livrables les plus importants et que vous allez utiliser pour faire preuve de la réussite et comment vous allez améliorer l'équité dans les soins palliatifs. Et également, vous allez voir le plan d'exécution du projet. C'est un outil qui vous permet d'établir les jalons et les livrables clés dans chaque activité qui fait partie du projet, c'est-à-dire donc pour réaliser les objectifs. Nous reconnaissons que le projet sera peut-être au niveau, dépendant. As Rick Hell mentioned earlier, you might be in the engagement Et phase. donc, comme Raquel l'a dit, vous allez peut-être être dans la phase de mise en œuvre, dans la planification, mise en œuvre, et vous cherchez peut-être déjà à évaluer, à pérenniser. Si vous n'avez pas encore entamé le travail de mobilisation, ceci sera fort différent par rapport à un organisme qui est déjà à l'étape de mise en œuvre et qui a déjà consacré plusieurs années à ses efforts et qui cherche à l'appliquer à plus grande échelle. Et c'est très bien, mais nous voulions certainement que votre plan correspond à votre projet, à vos objectifs de projet surtout. Et dans la section soutien du projet collaboratif, c'est assez simple. Nous cherchons à mieux comprendre vos priorités. Et pour revenir à la discussion que nous avons déjà eue sur le sens de ce projet, nous voulons donc commencer à comprendre quels seraient les soutiens qui pourront vous aider en entamant ce parcours ensemble. Nous vous demandons également de soumettre un budget proposé et les groupes auront accès jusqu'à 100 000 $ sur 4 ans. Et le montant maximum est établi ici pour chaque année. Vous le voyez dans la colonne en haut du tableau et nous avons également ici des dépenses qui ne sont pas admissibles et admissibles dans le document d'appel des candidatures. Si vous n'êtes pas certaine si vos demandes cadrent bien avec ces paramètres, encore une fois, c'est une très belle question que vous pouvez poser à notre équipe et nous allons nous assurer que vous allez soumettre un budget pour des postes qui sont admissibles. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de matières depuis 30 minutes, mais je passerai maintenant à la boîte de clavardage et voilà, voir quelles sont les questions qui auront été posées. Je vous invite à prendre un moment pour poser des questions si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et je suis en train de regarder mes autres écrans et les membres de mon équipe. Emily, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Est-ce que les questions ont été saisies dans la boîte de clavardage? Je vois une question ici. Je commence avec celle-là. Et l'équipe technique peut m'aider si j'ai raté quelque chose. Donc, qui fait partie du panel de prise de décision? Tania, peut-être je pourrais vous passer cette question. Oui, bien sûr. Alors, comment nous évaluons les demandes qui sont soumises et comment prenons-nous des décisions sur les 10 communautés? C'est ce qu'on appelle un panel d'examen du mérite. Et ces personnes sont identifiées en fonction de leur rôle dans le secteur de la santé ou du travail social, dépendant de leur expérience, et qu'ils offrent une approche au processus d'évaluation. Normalement, comment ce processus est organisé, c'est qu'il y a 3 personnes qui examinent chaque demande de façon autonome et ensuite nous nous réunissons
au cours d'une séance d'examen et nous discutons de la demande. Et en fonction des critères qui correspondent à ce que vous aurez soumis dans le processus de demande, nous prenons une décision sur les 10 communautés qui seront admissibles à se joindre au programme et dans la phase 1, c'est-à-dire la phase de conception. Nous avons une matrice d'évaluation qui correspond au formulaire de demande. Ensuite, nous revoyons le tout. Merci, Tania. Alors, si vous avez d'autres questions ou si vous n'avez pas trouvé réponse à votre question, nous vous invitons à saisir vos questions dans la boîte à clavardage. La question suivante, c'est combien de projets vont être soutenus? Dans cette cohorte, il y aura 10 projets précis, donc 10 projets de communauté qui seront soumis. Et nous avons l'intention d'en soutenir un autre 10 projets dans la deuxième cohorte vers 2024. Ça rejoint votre question. Donc, est-ce qu'on peut faire la demande après le 3 octobre? Non, malheureusement, non. Cependant, nous allons faire un appel de candidature pour la cohorte 2024, c'est-à-dire la deuxième cohorte. Donc, il est possible que le timing, si jamais cela ne fonctionne pas bien pour vous, la demande de candidature cette fois-ci, vous pouvez resoumettre à ce moment-là. Et s'il y a quelque chose que notre équipe peut faire pour vous, pour les équipes qui sont à l'étape de planification, car après tout, vous êtes admissible, surtout vu que nous avons cette période de 4 ans, vous êtes admissible à vous joindre au projet collaboratif. Si c'est le cas, veuillez nous contacter, nous pourrons en discuter. Et je vois que la question suivante, c'est à quel moment en 2024 est-ce que vous prévoyez les demandes pour la deuxième cohorte? Nous n'avons pas encore finalisé ces dates. Cependant, on prévoit accueillir cette deuxième cohorte en 2024. Cela pourrait dire que l'appel serait envoyé en 2023. C'est vraiment trop tôt pour le définir pour l'instant, malheureusement, mais la date d'admission de ces équipes serait en 2024. Donc, une très belle façon de se garder à le jour, c'est de toujours suivre le bulletin de nouvelles de l'ESC. Là, vous allez trouver tous les appels de candidature qui vont être disponibles dans le bulletin de l'Excellence en Santé Canada. Tania, est-ce que vous aimeriez enrichir sur cette question? Non, c'est une très bonne question. Toujours, nous faisons notre possible pour inclure des personnes avec une expérience vécue à nos panels lorsque nous examinons les demandes de programmes ainsi que la conception et l'évaluation des programmes. C'est une très bonne question. Et nous aurons une personne avec une expérience vécue qui va être au panel d'examen. Et nous avons également un programme d'accueil dans le panel pour nous assurer que tout le monde soit bien familiarisé avec le programme et pour qu'on ait la discussion avant la période d'examen. Merci, Tania. Je crois que ça permet de répondre à la question qui avait été posée, c'est-à-dire comment nous mobilisons des personnes avec une expérience vécue lorsqu'il s'agit de travailler avec des personnes en situation d'itinérance, de logement précaire. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons également une équipe consultative qui va aider les cohortes. Ce n'est pas seulement limité à l'ESC et les partenariats. Seul, ce que nous cherchons à faire, c'est de travailler avec la plus grande communauté, y compris avec ce que nous appelons chez nous les patients partenaires qui ont cette expérience vécue. Kelly, je vois que vous avez une question. Est-ce que 100 projets, le 100 000, c'est le montant total, possible 25 000 par année? Oui. Et vous trouverez ça sur une des diapos ici, c'est-à-dire le montant alloué par année. Nous avons un montant maximum établi par année financière. Cette année, c'est jusqu'à 25 000. L'année prochaine, je crois que c'est 30 000. L'année après, c'est 35 000. Et la dernière année, jusqu'à 10 000. Donc oui, c'est reparti de cette façon-là. Allison,
Il y a 10 communautés à travers du Canada. Est-ce que ça sera une communauté par province ou territoire? Tania, à vous pour la réponse. Excellente question. Avec tous les programmes, nous cherchons toujours à avoir une représentation de toutes les provinces et territoires à travers le pays et dans toute notre programmation pour nous assurer que nous ayons une diversité de communautés qui participent, qu'elles soient urbaines ou rurales, et c'est également à travers toutes les provinces et territoires du Canada. Ça fait partie du processus de prise de décision également. Cependant, nous évaluons également en fonction du mérite de la demande et votre volonté de participer au travail. C'est un des facteurs qui influe sur la décision, mais ce n'est pas le seul. Néanmoins, oui, nous en tenons compte au moment de l'évaluation pour les candidatures qui ont été soumises. Merci, Tania. Alors, je ne pense pas avoir remis des questions. Si nous faisons la demande pour la cohorte 2024, est-ce que ça sera encore sur 4 ans ou c'est seulement 2 années? Donc, c'est 2 années pour cette équipe, pour ces cohortes d'équipe. Alors, bien que le financement ressemblera à l'autre modèle, en fait, c'est moins d'années de participation au total. Et vu qu'on parle de différence entre les deux cohortes, c'est-à-dire conception et d'amélioration, merci de nous avoir relancé cette question. Nous avons essayé de voir comment bien le communiquer. Je suis heureuse de voir ça ici, qu'on comprenne bien la différence entre les deux différentes cohortes. Est-ce que les équipes peuvent toujours être à l'étape de planification et faire la demande pour le projet collaboratif d'amélioration? C'est une très bonne question. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse et je vois donc Raquel et Tania. Vu qu'on n'a pas encore identifié les critères d'admissibilité, je ne suis pas certaine quelle serait la réponse. Mais Tania, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, la question est bonne. Donc, si vous êtes toujours à l'étape de planification, mais vous voulez vous joindre au projet collaboratif d'amélioration, je crois que le collaboratif d'amélioration est une opportunité pour apprendre des uns des autres à travers les différentes étapes. Journey. However, I think that there's opportunity to reflect on Mais je crois qu'il y a possibilité d'y réfléchir alors que nous regardons les communautés qui font la demande, mais ça fait partie quand même du processus d'examen. Comme Lindsay l'a mentionné, les deux organisations ne prennent pas les décisions seules. Nous aurons accès à un comité directeur avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous aurons des discussions sur ce qui serait l'étape la plus appropriée pour un projet collaboratif pour nous assurer que nous mobilisions et travaillons avec le maximum de Canadiens. Raquel, je ne sais pas si vous avez peut-être un autre point de vue sur la question. Oui, je suis d'accord. Tout dépend vraiment de ce que l'on verra dans ces cohortes et quelles seraient les lacunes que nous aurons identifiées pendant la première cohorte. Et si la deuxième cohorte, le deuxième projet va permettre d'aborder ces lacunes et si vous êtes toujours à l'étape de planification, il va falloir réfléchir. Tout dépend vraiment de ce que nous allons voir pour la première cohorte de 10 équipes. Merci. Et comme des organisations apprenantes, nous voulons également écouter très attentivement au cours de ces 18 mois à venir des communautés, ce que les communautés nous indiquent, ce qui est nécessaire pour avancer. Question suivante. Est-ce que nous allons recevoir une rétroaction si notre candidature n'est pas reçue? Oui, nous allons vous fournir les commentaires de la part du panel d'examen. Par exemple, quand vous l'indiquez, si vous faites la demande pour une candidature à venir, vous pourrez incorporer ces rétroactions. La rétroaction est donnée aux candidats reçus et non aux équipes parce que parfois, il peut y avoir des possibilités d'amélioration, identifier les lacunes. La question suivante, que diriez-vous si vous avez une organisation qui a une bonne mérite, qui est prête à lancer le travail? Question de taille. Tania ou Raquel, est-ce que vous aimeriez peut-être répondre? Raquel, je vous passerai la parole et ensuite je peux faire le suivi. Répétez s'il vous plaît la question. Que diriez-vous?
que si une organisation a un bon mérite sur leur état de préparation. Je dirais que, disons, si l'organisme a déjà complété une grande partie de la planification, de la mobilisation, surtout mobilisation auprès de la communauté, c'est vraiment un élément clé pour se trouver à l'étape où on pense être suffisamment prêt pour passer à la mise en œuvre. Je crois que ça serait sans doute un bon indice que vous soyez prêt. Également, si vous êtes déjà préétabli, je sais que bon, il y a déjà des programmes déjà préexistants, vous êtes peut-être tout à fait prêt, mais vous êtes peut-être à l'étape de la pérennisation. Et cela permet d'identifier que vous êtes prêt à aller à la prochaine étape. Mais je ne sais pas si j'ai bien interprété votre question, Tania, donc à vous. Juste pour m'inspirer des commentaires de Raquel, je dirais également qu'il y a certainement un engagement communautaire très clair pour aller d'avant avec ce travail dans leur communauté. Je crois que ça rejoint les commentaires que Raquel avait mentionnés, le fait que vous soyez mobilisés, vous avez lancé le processus de mobilisation, on comprend bien les besoins de la communauté pour aller de l'avant. Également, un appui fort de leadership de la part de l'organisme et les communautés ainsi que les partenaires pour ensemble réaliser les objectifs du programme et assurer et améliorer l'équité dans les soins palliatifs. Et je crois que ceci sont des indices importants pour indiquer si oui ou non l'organisme est prêt. Et on veut voir cette volonté et la possibilité d'espace pour faire ce travail et aller de l'avant pendant 2 ans, dépendant de quelle cohorte vous intéresse, juste pour ajouter un petit peu de complexité à ce programme. Et j'espère que cette réponse vous aura été utile. Et comme nous avons indiqué, vraiment, il y a un jeu complexe entre les différents complexes sur l'état de préparation. Et le fait d'avoir ce point de vue diversifié au panel d'examen nous donne plusieurs points de vue sur l'état de préparation, différentes perspectives, dépendant de nos opinions. Et j'adore cette question. J'adore ces questions. Est-ce que nous pouvons faire la demande pour les 2 cohortes, cependant pour 2 projets différents? Excellente question. Elle n'a pas encore été posée, je ne pense pas. Je crois qu'il va falloir réfléchir, Lindsay, parce que une partie de nos priorités organisationnelles consiste à soutenir le plus grand nombre de communautés diverses possibles. Il faut comprendre que ces organisations partenaires ont de multiples projets en cours qui correspondraient à plusieurs phases du programme. À ce moment-là, il faudrait envisager, regarder les demandes et voir s'il y a une chance égale donnée à toutes les communautés pour participer. Et moi, je crois que c'est une excellente question, mais il me semble qu'on pourrait également la soumettre à notre comité directeur et on pourrait obtenir des orientations plus claires. Mais ça serait ma réponse initiale. Tout d'abord, on va regarder à travers le pays et nous assurer que nous soutenons un maximum de communautés. Ce serait une priorité pour nous. Merci. Une autre question. Est-ce que vous allez identifier les lacunes identifiées lorsque vous acceptez les demandes pour la 2e cohorte? Et ça a été notre réflexion préliminaire, c'est-à-dire le processus de candidature va permettre de recueillir beaucoup de rétroactions sur ce qui a bien fonctionné ou non, ou qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois et comment on pourrait faire mieux pour soutenir les organisations et les communautés pour préparer le prochain appel de financement. C'est ça notre espoir, certainement, c'est-à-dire que les leçons apprises de cette ronde et les rétroactions sont importantes. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous envoyer vos commentaires. C'est très important pour nous. Et n'hésitez pas non plus à contacter nos équipes. Question suivante. Est-ce que ce financement permet de soutenir de la recherche pour améliorer l'accès à ces populations? Ou est-ce que c'est limité à la prestation de ce programme? Non, justement, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un impact direct sur l'accès des patients aux soins équitables et pour passer ensuite à la mise en œuvre et vraiment directement, donc avoir un impact sur les patients. Oui. Est-ce que les critères que Raquel vient de mentionner s'appliquent également aux demandes
l'étape de planification. Et encore, Raquel, je crois que Raquel, ça rejoint la question d'état de préparation. Et Tania y aura déjà peut-être répondu, mais Tania avait identifié d'autres critères sur la mobilisation communautaire, l'engagement démontré de la part de la communauté et de créer ces liens et ces relations. C'est très important pour l'étape de planification. Donc oui, il est important de pouvoir répondre à ces critères. Et Tania, je ne sais pas si vous aimeriez ajouter. Oui, il faut comprendre que tout le monde se trouve à une étape différente vis-à-vis de cette initiative et leur état de préparation pour participer au programme. Du point de vue de la planification, il me semble qu'il serait important de montrer qu'on a déjà réfléchi à la question d'identifier les qui ou quoi qui va suivre. C'est-à-dire, pour avancer, certaines personnes auront déjà des partenariats en place et d'autres sont déjà à mi-chemin de la mise en œuvre pour les pratiques et l'amélioration, donc d'améliorer l'équité dans l'accès aux soins palliatifs. Et ils démontrent que déjà il y a un plan qui existe, donc tout au moins on y aura réfléchi, c'est-à-dire avec qui travailler et quoi faire ensuite. Il serait important de montrer que oui, il y a l'engagement vis-à-vis de cette initiative qui est déjà en plan qui aura été mise en branle. Oui, donc encore une fois, on souligne l'importance des partenariats et souligner que toutes les personnes autour de la table incluent des personnes avec une expérience vécue et pour qu'on puisse donner la rétroaction. Alors, je regarde vers les membres de l'équipe de production pour voir si nous avons omis des questions. Mais merci beaucoup pour ces excellentes questions. Vraiment, je crois que ça va être matière à réflexion pour nous tous. Je regarde encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous aurons omis? Je regarde vers ma formidable équipe de tech. Non, apparemment, aucune question aura été omise. Mais encore une fois, si vous n'avez pas trouvé réponse ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, on va vous donner quelques autres détails sur les prochaines étapes et ensuite, nous pourrons conclure. Donc, pour soumettre une candidature, quelles sont les équipes admissibles? On invite tout le monde à donc faire la demande de soumettre une candidature en remplissant le formulaire de candidature au projet collaboratif qui s'appelle améliorer l'équité à l'accès aux soins palliatifs. Il faut que le formulaire soit dûment rempli, soumis d'ici le 3 octobre 2022 à midi en anglais ou en français et EEC vous avisera du résultat à fin du mois de novembre sur votre demande. Alors, j'aimerais remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la séance intéressante. Un enregistrement de la séance vous sera envoyé plus tard. Nous avons les courriels de tous les participants. Vous trouverez également le tout sur notre site web pour obtenir plus d'informations sur le projet collaboratif. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît nous rejoindre par courriel. Et encore une fois, nous sommes là pour vous aider. Encore une fois, s'il y a des choses qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, nous vous demandons de prendre un petit moment pour répondre à notre petit sondage que vous allez voir sur votre écran dans un petit moment. Voilà. Et la question, donc, à la suite de ce webinaire d'information, j'ai l'intention de faire une demande. Je vais faire une demande m'intéresse, je n'ai pas encore décidé ou je ne vais pas faire la demande. Encore une fois, un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous reconnaissons le fait que vous ayez pris le temps pour vous joindre à la conversation et pour ce travail fort important. Et donc, bonne chance jusqu'à la prochaine fois. Merci.